Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou t'es tout à fait d'accord, ou t'es tout à fait con. Oh, eh ben voyons. Écho de campagne. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont promis. Avez-vous vraiment tout suivi ? On avait souvent l'habitude par le passé de parler d'une campagne qui ne dit pas son nom. Cette présidentielle fait exception à la règle, car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle peine à démarrer. La faute au Covid, sans doute, mais pas que. Tout de même, difficile de faire comme si de rien n'était. Oui, mais il est pourtant possible d'organiser des meetings, d'arpenter les marchés, de rencontrer les acteurs du tissu économique et social, et bien entendu d'égrener des propositions. Or, tous ces ingrédients de campagne sont encore bien timides chez les candidats. On voit néanmoins de premiers signaux. Éric Zemmour a réussi son déplacement dans le sud sur les terres d'Éric Ciotti et de David Lisnard, ponctué par un meeting enflammé à Cannes. Les ralliements de Guillaume Pelletier, Gilbert Collard, Damien Rieu et Jérôme Rivière ne se font pas encore sentir dans les intentions de vote, mais tout reste possible. L'équipe de campagne d'Éric Zemmour entend frapper un grand coup le 5 février à Lille. 8000 personnes sont attendues pour un meeting qui devrait booster sa campagne en essayant de retrouver un effet Villepinte. Surtout, Éric Zemmour jouera ce jour-là un duel à distance avec Marine Le Pen. Celle qui ne faiblit pas dans les sondages et qui peut légitimement rêver au second tour sera ce 5 février à Reims où elle donnera le coup d'envoi de sa campagne. Ce coup d'envoi qui était prévu le 15 janvier dernier et qui a été reporté à cause de la flambée Omicron. Et ce grand meeting pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite de la campagne. Valérie Pécresse n'est pas en reste puisqu'elle aussi s'annonce sur le devant de la scène. Ce sera au Zénith de Paris le 13 février prochain. Elle en attend beaucoup et notamment une grande photo de famille avec les ténors des Républicains autour d'elle et une salle qu'elle espère pleine à craquer. À gauche aussi, la bataille des réunions publiques commence à poindre. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon a commencé son dernier meeting à Bordeaux dehors, sur le trottoir, pour s'adresser aux centaines de sympathisants qui n'avaient pas pu rentrer dans une salle qui affichait complet. On le voit, si les meetings se font attendre, ils vont jouer un rôle central. Bon, mais sur le front des idées. Là encore, la campagne piétine. Et c'est logique. En règle générale, les candidats profitent de leur meeting pour dérouler une série de mesures thématiques. L'agriculture, l'entreprise, l'environnement, le logement, la défense, la sécurité. Et donc, ces propositions tant attendues vont elles aussi finir par s'imposer dans le débat public. Certains candidats toutefois jouent avec ce contexte pour avancer des idées sans en faire la une des médias. Ainsi, l'entourage d'Emmanuel Macron sème des petits cailloux sur son intention d'aller sur l'euthanasie en cas de second mandat. Et comme pour la PMA sans père, le président candidat cultive l'ambiguïté. Il envoie des messages à des publics ciblés, mais ne les intégrera sans doute pas dans son programme officiel. Et d'ici là, il laisse ses équipes avancer des propositions sans les assumer lui-même. Bref, il continue le « en même temps ». Et il ne fait aucun doute qu'en cas de réélection, les dossiers sociétaux se retrouveront sur le haut de la pile. Voilà précisément pourquoi on attend des autres candidats qu'ils s'engagent sur le fond des sujets. D'ailleurs, après la sécurité et l'identité, c'est le pouvoir d'achat qui s'est imposé comme thème central de la campagne. La famille reste pour le moment l'un des parents pauvres. Les candidats auraient pourtant tout intérêt à la sortir de l'angle mort des visions politiques. Ainsi, quand Valérie Pécresse ou Marine Le Pen se déclarent pour l'universalité des allocations familiales et la hausse du quotient familial, elles en restent à une approche technique, comptable. Or, ce qu'attendent les familles, c'est qu'on les prenne en compte, qu'on s'intéresse à elles, qu'on s'adresse à elles. La famille, c'est bankable pour tout un tas de raisons qui vont de la natalité aux retraites, en passant par l'éducation et le dynamisme économique. C'est aussi bankable au niveau électoral. On l'a vu à de multiples reprises dans l'histoire récente, que ce soit lors des régionales de 2015 ou de la primaire LR de 2016, la famille est un catalyseur électoral. Dans un match à 3 pour la seconde place, cela renforce encore l'intérêt d'y aller franco. Affaire à suivre. Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou t'es tout à fait d'accord, ou t'es tout à fait con. Oh, eh ben voyons. C'était Écho de campagne, une émission de la Manif pour tous. À la semaine prochaine.